Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon d'économie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la consommation finale des ménages. Alors parler de la consommation finale des ménages, finalement, ça revient évidemment dans un premier temps à définir ce concept de consommation. Regardez ensuite comment la consommation finale est un temps très important dans l'activité économique. Et puis, dans une perspective d'analyse, eh bien, nous allons étudier ce qui fait varier la consommation finale des ménages, ce qu'on appelle les déterminants. Et cette première séance sera consacrée à l'étude du déterminant essentiel de la consommation finale des ménages, à savoir le revenu. Et puis, nous étudierons l'évolution de la structure de consommation pour finir. Alors, définition de la consommation finale. Qu'est-ce que la consommation finale ? Eh bien, la définition économique est la suivante. C'est l'opération économique qui consiste à détruire des biens et des services pour satisfaire les besoins humains. Alors, cette idée de destruction des biens et des services est une idée intéressante parce que, effectivement, consommer, c'est faire disparaître des richesses plus ou moins progressivement. Alors, ça va dépendre, effectivement, du type de bien dont on parle. Les services, évidemment, sont détruits dès qu'ils sont consommés. Ils sont d'ailleurs, je vous rappelle, c'est une particularité des services, produits et consommés généralement dans le même temps. C'est-à-dire que l'acte de production suppose simultanément l'acte de consommation. Pensez par exemple à la coupe de cheveux chez le coiffeur. C'est produit et c'est consommé dans le même temps. Les services, les biens périssables qui, eux, sont détruits dès qu'ils sont consommés. C'est évidemment la consommation alimentaire. Et puis, ensuite, on a des biens qualifiés de semi-durables, je vous rappelle, c'est-à-dire des biens qui ont une durée de vie supérieure à un an, mais qui n'est pas non plus une durée de vie de très long terme. Exemple typique, le vestimentaire, par exemple. Et puis, enfin, dernière catégorie, les biens durables, dont la durée de vie est très supérieure à une année. Généralement, c'est même supérieur à 3 ans, c'est le critère qui est retenu. Et donc, ces biens durables, eh bien, typiquement, c'est l'équipement du logement, mais c'est aussi, évidemment, des biens aussi importants que l'automobile. Alors, satisfaire des besoins, on consomme pour satisfaire des besoins. Je vous rappelle que les besoins humains sont illimités, satiables et récurrents. Ce sont les 3 caractéristiques essentielles des besoins humains. Illimité, ça veut dire que eh bien, l'acte de consommation, l'opération de consommation, finalement, on ne peut pas prétendre qu'il va s'arrêter un jour ou même qu'il va se ralentir, puisque, en permanence, on est en capacité de connaître de nouveaux besoins. Donc ça suppose effectivement une activité économique qui se développe quasiment à l'infini. Satiable, c'est-à-dire que les besoins sont satisfaits par des consommations, et des besoins satisfaits n'en sont plus, ce qui suppose et rend nécessaire l'apparition et le développement de nouveaux besoins. Enfin, récurrent, pour certains d'entre eux, en tous les cas, effectivement, nous sommes obligés de nous nourrir 2 fois par jour au minimum. Donc, effectivement, ça suppose une récurrence de la consommation alimentaire, par exemple. Donc, ces caractéristiques des besoins vous font comprendre l'importance, finalement, du temps de la consommation finale des ménages. Donc, la consommation finale, c'est le moyen de satisfaire les besoins avec les propriétés que je viens de vous définir. Alors, il faut distinguer consommation finale et d'autres définitions, notamment celle de dépenses de consommation finale. Donc, je vous demanderai de faire l'effort de ne pas confondre consommation finale et dépenses de consommation finale. Alors, qu'est-ce qui les distingue ? Eh bien, la consommation finale des ménages, c'est quoi ? C'est effectivement l'ensemble des dépenses de consommation finale, donc l'ensemble des dépenses de consommation individuelle des ménages, le budget des ménages consacré à la consommation, si vous préférez, plus les consommations individualisables des administrations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une administration produit un service public et que ce service public est attribuable à un usager ou à un citoyen, alors on considère que c'est un service de consommation qui doit être intégré à la consommation finale des ménages. Donc attention, on rajoute donc à la consommation effective des ménages, celle qui est payée avec leurs revenus, eh bien c'est consommation individualisable. Plus on rajoute, c'est une convention donc, qui a été décidée par l'INSEE,
on rajoute les loyers fictifs des ménages propriétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'un ménage qui possède son habitation principale, eh bien, se rend un service tous les mois, puisqu'il se loge gratuitement par son investissement. Et en fait, on considère que le loyer qu'il ne paie pas est une dépense de consommation. Donc c'est une convention, mais qui correspond finalement, si on réfléchit bien, à une réalité, puisqu'il y a bien prestation de service à soi-même quand on habite la maison que l'on possède. Donc ça vient gonfler, si vous voulez, les dépenses individuelles de consommation, celles qui sont financées par chacun d'entre nous. Il ne faut donc pas confondre consommation finale et dépenses de consommation finale des ménages, puisque finalement les dépenses, elles n'apparaissent que dans la première ligne, et la consommation, il va falloir rajouter les deux dernières. Donc le terme le plus fréquemment utilisé, évidemment, c'est pas dépenses, mais c'est consommation finale, c'est-à-dire ce que les ménages effectivement achètent chaque mois avec leurs revenus. C'est évidemment l'usage le plus fréquent du terme de consommation. Alors, ne pas confondre aussi la consommation finale des ménages. Donc on a compris qu'il y avait finalement une consommation finale des administrations. Donc je vais revenir un peu plus tard sur le détail. Mais il y a aussi d'autres formes de consommation, ou si vous préférez, dans la terminologie économique, on utilise le terme de consommation pour d'autres usages que celui de désigner la consommation finale. Alors, quels sont ces usages, ces différents usages? D'abord, les consommations intermédiaires. Que désignent les consommations intermédiaires? Eh bien, ce sont tous les achats qui sont faits par les entreprises principalement pour fabriquer des biens et des services. Donc c'est les matières premières, les demi-produits, l'énergie et les différentes prestations de services nécessaires à la production des biens. Je vous rappelle que en gestion, que le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires vous donne effectivement la valeur ajoutée. Donc voilà le terme de consommation intermédiaire, évidemment à ne pas confondre avec consommation finale. On parle aussi souvent de consommation de capital fixe. En fait, qu'est-ce que l'on veut désigner par cette expression? On veut désigner l'usage du capital fixe, c'est-à-dire l'usage, par exemple, des machines. Alors, si on a une machine qui est faite pour durer 10 ans, au bout d'un an, on dit qu'on a consommé 1/10 de la valeur du capital fixe. Donc, ne pas confondre non plus avec cet usage du terme consommation. Et puis, je vous rappelle, la consommation finale effective des administrations, c'est-à-dire toute la partie non individualisable des services collectifs qu'on a intégrée tout à l'heure dans la dépense de consommation finale des ménages, je vous rappelle. Eh bien, toute cette partie qui n'est pas intégrée dans la dépense de consommation finale des ménages, eh bien, est intégrée dans la consommation finale effective des administrations. Donc, au total, si on fait le bilan de ce que je viens de vous dire, il y a deux agents qui consomment, les ménages, évidemment, et les administrations, puisque il y en a une partie de leur production qui est considérée comme de la consommation. Alors, quand je dis des administrations, je vous rappelle, c'est au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire c'est à la fois les administrations publiques, bien évidemment, mais aussi les administrations privées, c'est-à-dire qu'effectivement, une partie de la production de services par les associations, par exemple, eh bien, rentre dans cette consommation finale effective des administrations. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant. Alors, le revenu premier déterminant de la consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que le revenu détermine le volume de la consommation. Au niveau français, le nombre de centaines de milliards qui vont être consacrés à la consommation. Mais ça ne détermine pas que le volume, ça détermine aussi la structure de la consommation, c'est-à-dire le type de biens et de services qui sont consommés. L'idée étant que quand le revenu va augmenter, eh bien, certains types de consommation vont voir leur poids diminuer, et au contraire, d'autres consommations vont apparaître et ou se développer. Ce qui fait qu'à la fin, entre
deux niveaux de revenus, eh bien, si ces niveaux de revenus sont très différents, eh bien, on va avoir des structures de consommation totalement différentes aussi. Hein, donc, il va falloir expliquer aussi l'influence du revenu sur cette structure de consommation. Alors, quelques définitions sont nécessaires pour pouvoir progresser dans cette analyse. D'abord, la définition de la propension moyenne à consommer. Alors, il y a deux types de propension, il y a la propension moyenne et la propension marginale. La propension moyenne à consommer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme barbare? Eh bien, tout simplement qu'il y a une part qui est, en moyenne, consacrée à la consommation. Une part de quoi? Une part du revenu. Et quand je vous disais tout à l'heure, en 2010, la consommation des ménages, c'est 83% de leurs revenus, j'aurais très bien pu vous dire, la propension moyenne à consommer des ménages en 2010 était de 83%. Donc, propension moyenne à consommer. Propension marginale à consommer, alors, attention, là, on va s'intéresser simplement aux variations de la consommation. On va regarder de quelle manière une variation du revenu va entraîner une variation de la consommation. Si j'ai 1 euro d'augmentation de revenu, combien de consommation additionnelle je vais avoir? 70 centimes, 50 centimes ou l'euro dans sa totalité. Donc ça, c'est la propension marginale à consommer. On a besoin aussi du terme de coefficient budgétaire, là qui est un terme plus technique. Un coefficient budgétaire, c'est quoi? Eh bien, c'est la part d'une consommation dans le budget d'un ménage. Hein, autrement dit, un ménage qui perçoit 2 000 euros et qui consacre 400 euros à sa consommation alimentaire, eh bien, on dit que le coefficient budgétaire de l'alimentation, hein, c'est 400 sur 2000, c'est-à-dire 20%. Voilà ce qu'est un coefficient budgétaire. Et donc, on va transformer toutes les données en volume de la consommation en coefficient budgétaire et on va regarder comment ils évoluent dans le temps. Alors, si, évidemment, il est facile de comprendre que le revenu conditionne les variations de la consommation finale des ménages, eh bien, il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse et il faut surtout rendre compte des travaux des économistes sur la question. Et les économistes, eh bien, ils ont travaillé depuis très longtemps sur ce qu'on appelle la fonction de consommation, c'est-à-dire la mise en rapport du niveau de consommation avec le niveau du revenu. Alors, on distingue souvent les fonctions de consommation de court terme et de long terme. Donc, on va voir un petit peu la spécificité de ces fonctions de consommation. Donc, deux types de fonctions, celle de court terme et celle de long terme.